Si cette tête de ravie de la crèche vous évoque vaguement quelque chose, bah écoutez, j'en suis ravie puisque je suis de retour. Hello mes petits sorbets au crabe, j'espère que vous allez bien. Je suis enchantée, une fois n'est pas coutume, de vous retrouver pour la première vidéo sur la chaîne depuis à peu près 3 mois et demi. J'ai d'excellentes raisons, excuses, justification pour avoir disparu de vos écrans depuis tout ce temps. A priori, si vous me suivez sur Instagram, il y a de fortes chances que vous soyez déjà au courant du pourquoi du comment, mais comme nous sommes sur YouTube et que je suis une personne sympa, je vais vous mettre également dans la confidence. Je suis enceinte, mon mari et moi attendons notre premier enfant pour tout début décembre. On est ravis, on n'est pas là pour parler de ça, mais sachez juste que je vais bien, l'enfant va bien, le papa va bien, tout le monde va bien et que je suis ravie de vous retrouver. Dans la mesure où ça fait une paye que je suis absente et que même avant mon silence radio, on peut pas dire que la chaîne ait été follement alimentée et ce de façon régulière et nourrie depuis le début de l'année. Du coup, j'ai pas trop tergiversé pour me fixer sur la vidéo qui me permettrait de vous faire un gros bilan, un gros récap et je vous propose qu'on se colle au Mid-Year Freakout Book Tag que vous voyez circuler un peu partout en ce moment, que j'avais fait d'ailleurs pour la toute première année d'existence de ma chaîne. Je vous remettrai la vidéo dans le petit si vous voulez me voir à mes tout débuts. Je sais pas si je vous le recommande, mais au moins ça peut être rigolo de comparer les réponses. Il y a une dizaine de questions qui vont me permettre de balayer le meilleur, le pire, les sorties à venir, etc. Ça permettra de faire un bon gros tour d'horizon et de rattraper le temps perdu. On s'y colle? La première question vous paraîtra peut-être d'une simplicité enfantine, mais sincèrement j'ai dû me creuser un petit peu la cervelle et refouiller dans mes archives sur mon compte Livre Addict parce que je dois vous parler de ma meilleure lecture pour le début de l'année 2022. Et c'est ce que je vous expliquais à demi-mot tout à l'heure, on peut pas dire que pour l'instant cette année soit une franche réussite en termes de découverte littéraire. Si je devais apposer un qualificatif global sur l'ensemble de ces 6 mois écoulés, je pense que ce serait quelque chose comme un gros bof ou un timoré ou un tiède. Enfin, vous voyez un peu l'ambiance, c'est-à-dire que j'ai pas fait que des lectures atroces, loin s'en faut, mais il n'y a pas eu de coup de cœur qui m'ont mis un droite-gauche, un revers en pleine face et qui me permettrait tout de suite de me dire ok, évidemment ce livre je ne peux pas ne pas en parler. Donc j'ai dû farfouiller un petit peu et je vais vous présenter 2 titres, un graphique et l'autre non. Le premier, il s'agit de Décomposé de Clémentine Beauvais qui crée une histoire à la charogne que Baudelaire décrit dans son poème éponyme. Et c'était un véritable tour de force. Déjà, on connaît le talent de l'autrice de manière générale, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais alors là, je dois dire que j'ai été totalement époustouflée par une maîtrise du langage extraordinaire. Tout était au cordeau, tout était soigné, tout était merveilleusement écrit, orchestré, les jeux sur les sonorités, sur les textures, sur le rythme, tout est maîtrisé de A à Z. L'émotion y est, la rage, la colère de cette femme qui a un destin incroyable, assez tragique, parce que pour se retrouver à moitié pourrissante sur le bord d'une route, à l'affût de la curiosité morbide des passants, vous pouvez imaginer aisément que sa fin n'a pas été des plus douces, et j'ai énormément aimé les traits et le passé et l'histoire et la chair qu'a inventé Clémentine Beauvais pour ce personnage, pour cette femme. Et si vous êtes à la recherche d'un objet littéraire de qualité, de haute voltige, clairement Décomposé se pose juste là. Autre lecture bouleversante que je ne saurais que trop chaudement vous recommander, il s'agit de Séance Tea Party qui est écrit par Remena Yi. C'est publié en français aux éditions Kinaï. Là c'est la version anglaise en hardback, absolument magnifique puisque si j'enlève la jaquette vous allez voir que la couverture est tout aussi satisfaisante. Et outre l'écrin magnifique qui est un savoureux régal pour nos yeux de lecteurs et lectrices en quête de beaux objets, L'histoire est clairement à la hauteur puisqu'on va suivre le personnage d'une petite fille qui s'appelle Laura. Excusez-moi, j'ai oublié son nom parce que ça fait quand même quelques mois. Et Laura se trouve à cet âge charnière entre les prémices de la fin de l'enfance et les premières effluves de l'adolescence, de cet entre-deux, de ce, vous voyez, de cet âge
où on a envie de continuer à jouer avec nos poupées mais en même temps on veut passer des moments plus matures avec nos amis, on veut plus être en groupe. Et Laura oppose une certaine résistance à ce mouvement assez naturel, à cette évolution qu'on a toutes et tous connue, parce qu'elle est hyper attachée à l'imagination, à s'inventer un monde et vraiment à vivre de folles aventures, que ce soit dans sa tête et juste partir se balader et imaginer 1001 scénarios. Sauf que elle souffre énormément de voir ses amis s'éloigner peu à peu parce que eux ils rentrent dans les réseaux sociaux, ils rentrent dans les soirées, dans la séduction, dans les prémices des élans amoureux, ce genre de choses, ce qui ne l'attire absolument pas. Et c'est là qu'elle va rencontrer un drôle de fantôme qui pourrait être également une réminiscence de sa toute petite enfance. Je resterai sur ces quelques mots évasifs de façon volontaire, mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est un roman graphique sur ce que c'est que de grandir, sur ce que c'est que ce choc et en même temps ce délice et en même temps ce tumulte d'évoluer et à la fois de résister face au changement et de réaliser qu'il arrive à s'infiltrer presque malgré nous, presque en dépit de tout ce qu'on peut mettre en place, et c'était magnifique, merveilleux. J'ai passé un moment délectable, un 20 sur 20 absolument mérité. Lisez, c'est un sti parti. Si je passe autant de temps sur chaque question, on n'a pas le cul sorti des ronces les amis, c'est moi qui vous le dis. Et à la fois, ça fait longtemps, donc hein. On continue. Pour la deuxième question, on va se concentrer sur la meilleure suite de saga lue depuis le début de l'année. Et là encore une fois, je vais jouer un petit peu avec les contours de la question parce que niveau série à proprement parler, je n'ai pas avancé d'un iota. C'est le calme plat, c'est le calage en plein désert. Je suis à sec, plus une goutte d'essence dans le réservoir parce que j'avais pas du tout la tête à ça. Tout ce que je lisais me tombait plus ou moins des mains, donc raccrocher les wagons de premier volume que j'aurais lu il y a des années, enfin c'était voué à l'échec, ça sentait le raté à plein nez, donc je me suis pas lancée là-dedans. Par contre, je me suis dit que j'allais vous présenter le livre qui justement m'a sorti de ce marasme et qui m'a fait bouffer 3 volumes d'un coup, et qui est donc une forme de suite de saga, parce que j'ai lu à la fois le tome 1, le tome 2 et le tome 3 en moins de 10 jours. Et ce livre prodigieux et phénoménal, il s'agit des Chroniques de San Francisco de Aristide Maupin, que vous voyez ici dans une édition intégrale publiée chez Françoisière. Ça fait un moment que c'est sorti, donc je suis même pas sûre que ce soit encore dispo. Et si vous ne connaissez pas du tout, dans cette histoire on va suivre Mary-Ann Singleton, qui est une provinciale qui va débarquer à San Francisco à la base pour y passer des vacances, sauf qu'elle va tellement tomber amoureuse sous le charme de l'ambiance si singulière de cette ville que ni une ni deux, sans trop réfléchir, elle va appeler son ancien patron pour démissionner et elle va se trouver un nouveau job et un appartement dans la résidence, dans l'immeuble qui est géré par Madame Madrigal, une vieille femme excentrique qui offre un joint à chacun de ses nouveaux locataires, qu'elle le scotche comme ça sur la porte en guise de bienvenue, et qui est un peu la bonne fée, le chef d'orchestre de toutes ces vies qui se croisent. Et c'est un roman choral qui hume bon les années 70, et comme le titre l'indique, ce sont des chroniques inventées par l'auteur, donc vraiment ça se dévore comme un feuilleton, on ne voit pas les pages défiler, et j'ai été totalement séduite par cette galerie de personnages, que ce soit Marianne, que ce soit Michael, l'un des autres pensionnaires, bref, tout le florilège de personnalités mises en branle par Aristide Maupin m'a charmée, m'a séduite. Tout le monde a sa personnalité, et c'est fantasque, et c'est loufoque, et c'est attachant, divertissant, c'est frais, parfois complètement invraisemblable, mais c'est pas grave, vraiment. Les Chroniques de San Francisco, si vous cherchez quelque chose de divertissant et de très 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 satisfaisant à lire, n'hésitez pas. Bon, et dans la mesure où vous savez que je travaille dans le manga et que j'en lis beaucoup, ça ne vous étonnera pas que j'en glisse un ici, et il s'agit de Tokyo Tarariba Girls, une création signée Akiko Higashimura et publiée aux éditions du Lézard Noir. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, je pense que potentiellement vous passez à côté de quelque chose, parce que on va suivre le quotidien totalement déjanté de 3 trentenaires à Tokyo de nos jours, et je vous vois derrière votre écran en train de vous dire ça va encore être un shoujo cucu où elle cherche l'amour, blablabla. Alors oui, effectivement, ce seront 3 femmes que la société japonaise aurait tendance à catégoriser comme plutôt vieillissantes, parce que toujours célibataire à 30 ans au Japon, c'est quand même plutôt difficile à assumer, et donc elles sont un peu obsédées par trouver un mec, se marier, mais elles enchaînent les déconvenus et elles font tous les plus mauvais choix possibles, et à chaque fois elles se retrouvent dans des bars pour picoler et
finir dans des étapes pas possibles et essayer de se motiver, de scotcher, et c'est hilarant. La traduction est savoureuse en diable. En fait, j'aime énormément la distance que l'autrice crée par rapport à ses personnages. C'est qu'on la sent à la fois attendrie par ces trois femmes, parce qu'il leur arrive, parce qu'elles sont attachantes, parce qu'elles sont foncièrement gentilles et bonnes, et qu'on leur souhaite quand même de trouver le bonheur, et en même temps il y a cette pointe de sarcasme qui montre leurs efforts vains et ce brassage d'air et ces circonvolutions inutiles, vaines. C'est un régal, c'est savoureux, c'est réjouissant en diable. On se marre, c'est un ton pince sans rire avec des réparties au vitriol, c'est extraordinaire. À la fin de chaque tome, vous avez même des bonus où les personnages de Yaka et Faucon, vous comprendrez en lisant la série, donnent des conseils aux lectrices qui écrivent des courriers du cœur. Et autant vous dire que je ne comprends pas pourquoi ces femmes continuent à écrire, parce que vu ce qu'elles se prennent dans les dents, moi je le vivrais extrêmement mal, mais c'est délectable, un pur bonheur en barre. Pour l'instant il y a 7 tomes et je crois que la série sera terminée en 9, donc lisez Tokyo Tarareba Girls. Vraiment, faites-vous ce cadeau. On enchaîne avec la troisième question qui me permet de vous parler d'une sortie 2022 qui me tente énormément. Et une fois n'est pas coutume, ça n'étonnera personne, j'en ai sélectionné 2. Je vais commencer cette fois par le manga, comme ça on pourra passer au roman juste après. Et il s'agit d'une suite, mon dieu, mais qu'on attendait depuis... Quand je dis on, je m'emballe peut-être, enfin en tout cas, que j'ai attendu de pied ferme pendant des mois, que disent peut-être même des années. Il s'agit du tome 2 de l'adaptation en manga de Fangirl, le roman signé par Rainbow Rowell. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de Fangirl, en quelques mots très rapides, on y suit Kat et Vren, qui sont 2 jumelles qui vont faire leur entrée à l'université. Et on va se concentrer principalement sur le personnage de Kat, qui est assez renfermée et qui vit beaucoup dans sa petite bulle, dans son petit monde, puisqu'elle écrit une fanfiction qui rencontre un succès monstre sur les réseaux sociaux, qui tourne autour de l'univers de Simon Snow, un mage qui intègre une école de magie et à qui il va arriver des choses assez compliquées puisqu'il combat une très grande menace. Bref, vous l'aurez compris, c'est un univers inspiré de notre propre Harry Potter. Et c'est une série que j'aime énormément parce que ça questionne à la fois tout un pan très contemporain, très actuel autour de la famille, autour du changement, de la vie à l'université, de prendre des risques, de s'ouvrir aux autres. Et en même temps, il y a tout un pan qui est aussi passionnant, qui questionne la créativité, l'écriture et plus particulièrement la fanfiction et ses codes. Est-ce que c'est considéré comme du plagiat? Est-ce qu'on est un auteur quand on se contente d'être dans la fanfiction? Bref, que des questions fascinantes, le tout avec des personnages hyper bien campés. J'ai une passion dévorante pour Lévi, qui est un camarade d'université des jumelles. J'avais bien aimé le roman, mais la version manga, je trouve qu'elle a réussi à extraire la substantifique moelle de cette série pour en faire quelque chose de doux à souhait, doux. Et quand vous le lisez, ben tout va mieux et vous en redemandez. Et je suis ravie d'avoir enfin ce tome 2 entre les mains. La sortie roman 2022 que j'ai acheté il y a pas très longtemps et qui me faisait terriblement envie depuis un moment, il s'agit de Wranglestone, qui est un roman écrit par Darren Charlton. C'est publié aux éditions Nathan. Et sincèrement, je n'ai pas retenu grand chose de l'histoire, si ce n'est que l'humanité, en tout cas la majorité d'entre elles, a été décimée par une terrible épidémie et les quelques colonies restantes se sont un peu éparpillées à travers la planète et tentent de survivre. Et on va suivre en particulier une colonie qui s'est installée au milieu d'un lac et en fait tout ce qu'il reste autour ce sont des rôdeurs, donc ce qu'on pourrait dire des zombies. Donc en gros moi j'ai juste retenu communauté isolée sur une île au milieu d'un lac avec des zombies autour et je crois que quand vous commettez une faute grave dans cette communauté, et on vous fait traverser la rive et ciao Berthe. Et il y a aussi le problème que l'hiver potentiellement le lac peut geler et qu'est-ce qu'on fait quand le lac gèle et que les rôdeurs peuvent arriver. Donc tout ça a l'air très mystérieux. Je sais aussi qu'il y a de la représentation LGBT à l'intérieur. Zombies, mystère, petite romance MM. J'avais pas besoin de beaucoup plus pour être hypée. Alors bien évidemment que j'ai envie de vous dire que je vais le dévorer très rapidement et en même temps dans une palle de Cold Winter Challenge, avouez qu'il est assez tentant.
Je suis également très hypée par la question 4 parce qu'elle va me permettre de vous parler d'une sortie prévue d'ici la fin de l'année 2022. Et bien entendu, vous me connaissez, je n'ai pas choisi qu'un seul titre, j'en ai pris plusieurs. Je me suis notée pour le 17 août Une heure de ferveur, qui est le nouveau roman signé par Muriel Barbery, à qui on doit notamment L'élégance du hérisson, qui est l'un des livres qui m'a le plus fait pleurer dans un TGV. Et là je crois que c'est une histoire d'un homme qui va se voir privé du droit de voir son enfant et qui va essayer de maintenir une forme de lien. J'en sais pas bien plus, j'ai juste vu Muriel Barbery, une histoire autour de parentalité contrariée. Évidemment que je me le suis noté. Qu'est-ce que j'ai noté de sympa aussi? Ah oui, le prochain Bérengère Cournut qui va sortir donc aux éditions du Tripode, cette fois-ci le 18 août, ça s'appelle Les Zizi Cabanes. Ça a l'air complètement déjanté, je me souviens même plus exactement de l'histoire, je sais juste que c'est une fresque familiale assez éloignée des sentiers battus. Tous les personnages ont des prénoms un petit peu étranges et je crois que la narration va être cristallisée autour de la mort du père peut-être, qui va complètement déstabiliser l'organisation du noyau familial. Ça a l'air très intriguant et encore une fois, la plume de Bérengère Cournut dans une ambiance un peu loufoque et qui m'a l'air très métaphorique pour dire beaucoup sur la famille. Ça m'a hypée. Deux autres titres qui me font diablement envie, mais là on passe quand même à la rentrée et plus, avec un titre qui va sortir aux éditions de La Talente, qui s'appelle Histoire de moines et de robots, le premier tome, un psaume pour les recyclés sauvages. Et ça a l'air extraordinaire, je crois que c'est de la SF avec une grosse portée écologique et en même temps un fort message sur qu'est-ce que c'est qu'être humain. Et le résumé, la couverture, Becky Chambers, tout ça m'a lourdement intriguée, donc autant vous dire qu'il y a des plus à côté du titre sur ma liste. Donc ça va clairement faire partie de mes achats. Et le dernier, je crois avoir vu une date pour novembre, mais je peux me tromper, l'Alexandra du montage aura peut-être l'info, en tout cas je compte sur elle. Il y a bien entendu la sortie du troisième et dernier tome de Magic Charlie, la série de fantasy imaginée par Audrey Alouette et publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Vous connaissez mon amour inconditionnel pour cette saga qui se bonifie de volume en volume. L'autrice a fait un burn-out assez sévère, donc du coup la sortie de ce tome 3 a été, enfin l'écriture du tome 3 a été beaucoup repoussée, et d'après ce qu'elle nous a dit, là c'est en bonne voie, c'est annoncé sur les sites marchands je crois autour du 18 novembre, donc il me tarde. Et après ce fol entrain pour vous présenter les sorties à venir, je dois vous dire que la question 5 est sans doute celle qui m'excite le moins parmi tout ça, parce que je dois vous parler de ma plus grosse déception de l'année. Et si je vous ai dit que tout était relativement bof, tendance tiédasse, je suis passée un peu à côté. J'ai pas eu non plus ce truc de grosse haine à l'égard d'un roman. J'étais très déçue par le premier tome de Kéléana de Sarah J. Maas parce que on m'avait vendu ça comme étant sa meilleure saga, et ayant adoré Un palais d'épines et de roses, j'attendais quand même pas mal le premier volume au tournant. Et je dois dire que j'ai été très déçue parce que on vous promet un tournoi entre assassins, etc. et ça tourne complètement en autre boudin. Il y a un triangle amoureux pas du tout subtil qui est mis en place, avec aucune véritable tension. On vous promet comme ça quelques éléments magiques, mais hyper mal exploité, boiteux, et vraiment je me suis laissée porter par tout ce premier volume en me disant il y a un moment ça va décoller, il y a un moment je vais comprendre et voir ce qu'on m'a promis dans ce bouquin, et ça n'arrive jamais. J'avais même commencé le début du tome 2 en me disant c'est pas possible, c'était vraiment juste l'introduction, puis après on va rentrer dans le vif du sujet, et j'ai retrouvé exactement ce même ennui, donc non vraiment j'ai abandonné la saga Kéléana. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai vraiment pas du tout aimé? J'ai détesté Vous êtes sur le portable de Sam, qui est sorti au début d'année aux éditions Hachette, parce que je m'attendais à un vrai truc sur le deuil très maîtrisé, et j'ai été déçue parce que c'est malmené de bout en bout, c'est larmoyant, l'héroïne est insupportable, bref, un gros flop. Et je pense que le dernier en date, c'est l'une de mes dernières lectures à vrai dire, c'est La vie dont nous rêvions. J'ai bouffé le nom de l'autrice, mais en gros c'est un roman qui était sorti aux éditions Belfond. C'est un premier roman, on m'avait vendu ça comme un thriller psychologique, et je crois que c'est un... comment dire, j'ai été totalement hantée
par les 2 premiers tiers du roman parce qu'on y aborde un sujet extrêmement difficile. En gros, pour vous la faire très courte, c'est un couple d'Américains qui va partir s'installer en Suède pour redémarrer une nouvelle vie. Donc du coup, ils sont là-bas avec leur nouveau-né qui s'appelle Connor et on a l'impression qu'ils mènent la vie parfaite de cartes postales, ils mangent bio, ils ont leur propre jardin dans une magnifique demeure, elle est grande, mince, lui c'est un producteur à succès, blablabla. Et en fait, dès qu'on regarde un peu de près, c'est pas du tout ça. Chaque personnage est rongé par ses propres démons, par ses propres secrets inavoués, par sa propre noirceur, et il va suffire que l'amie d'enfance de Mary, donc qui est la femme de ce couple, débarque en vacances pour que tout vole en éclats. Et c'était absolument horrible parce que c'est dit dans la 4e de couverture, mais en gros, il y a toute une réflexion autour de la maternité, et j'avais mis ça sur ma liseuse pour que ce soit ma lecture du soir. Et je vous avoue que très rapidement je me suis dit mais pourquoi est-ce que je lis ça déjà de prime abord le soir, parce que c'est une lecture absolument sordide qui n'est pas du tout faite pour se détendre avant de se coucher, c'est-à-dire que je restais fixée, vous voyez, un peu comme si j'assistais à un accident de voiture et que je voyais des gens démembrés devant moi mais que j'étais incapable de décoller. Donc ça me mettait pas dans les meilleures dispositions du monde, et en plus c'est quand même, oui, c'est sur, y a toute une partie sur Mary, son rapport à la maternité. Étant moi-même enceinte en lisant ça, j'ai vraiment... Oh là là, j'ai fait des projections absolument horribles et sordides, mais en vérité, même si vous n'allez pas être mère ou que vous n'avez pas d'enfant ou que vous en voulez pas, a priori ça va vous mettre quand même dans le mal. Donc premier tiers plutôt intriguant et terrible, mais alors le 3e morceau, espèce de pâte à modeler, argileuse, difforme, qui serait tombée par terre et qui aurait été piétinée et sur laquelle on aurait roulé allègrement. Tout ça pour ça. J'ai trouvé que ça finissait en queue de poisson et j'ai pas été d'accord avec le message véhiculé sur l'ensemble, et j'ai pas trouvé ça assez abouti, étonnamment. Donc grosse déception aussi, mais comme j'en attendais pas grand chose, je peux pas dire que ce soit une tragédie, que je me suis sentie flouée. Mais puisqu'il faut parler de ce qu'on n'a pas aimé, ben, au moins vous avez un petit panel. Sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on revienne vers des rives plus calmes, puisque la 6e question me demande de me concentrer sur ma plus grosse surprise de l'année. Et vous commencez à connaître la chanson, je vais pas relancer la boîte à musique. J'ai pas eu de grosses surprises, de grosses claques, de grosses explosions littéraires cette année. Par contre, on peut dire que j'ai été très agréablement surprise par Le Clan des Autorides de Liane Hearn, donc que vous voyez ici publié dans la collection Pulp Fiction de chez Gallimard, qu'on aime ou qu'on déteste. Je crois que je commence à aimer. Parce que saga de fantasy hyper connue et reconnue, il y a plein de gens qui ont été biberonnés à ça pendant toute leur adolescence. Moi pas du tout. Un soir, j'avais le premier tome sur ma liseuse, je l'ai lancé en n'attendant pas grand chose, en me disant bon bah on va voir ce que ça donne, mais sincèrement je m'attendais presque à pas aimer, et j'ai été totalement charmée et embarquée. En fait, Liane Hearn m'a juste ouvert la porte et m'a dit viens voir, on est vachement bien, et elle m'a prise par la main et vraiment, elle m'a rejetée à la fin en mode t'as passé un super moment. C'était fou, c'était bien écrit, dépaysant à souhait. Je recommande, d'autant que c'était beaucoup plus violent et mature que ce à quoi je m'attendais, parce qu'on m'avait vendu ça comme une saga donc de fantasy japonisante très young adulte, parce que effectivement le personnage principal qui s'appelle Shigeru est est très jeune, je crois, dans l'histoire, mais il se passe des trucs horribles, vous avez des massacres, vous avez des meurtres de sang-froid, des scènes bien visuelles, et en gros ce jeune homme va voir tout son village être massacré, et il va être sauvé par un mystérieux chef de clan qui va l'entraîner pour prendre sa suite et l'embarquer dans une histoire de vengeance et de guerre entre clans. Et c'était palpitant, c'était maîtrisé, et surtout c'était très beau. Donc je recommande très fortement, et j'ai été très agréablement surprise. J'en profite pour glisser l'air de rien, une grosse kiffance totalement
impromptu, inattendu et what the fuck. C'est-à-dire que j'ai acheté ce premier tome parce que j'aimais bien la couverture, je vais vous le dire honnêtement, parce que j'aime bien cette maison d'édition. Je vous parle de Heaven's Design Team qui est publié aux éditions Pika. Et le principe de ce manga qui a été adapté en animé, ou alors c'est l'inverse, c'est plutôt l'animé adapté en manga, sincèrement je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, c'est l'un ou l'autre, hein, c'est pas bien compliqué. Mais le postulat de départ est top, c'est-à-dire que Dieu a créé l'univers, Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'eau, l'air, les plantes, et il a été pris d'une grosse flemme et il s'est dit bon bah maintenant faut imaginer des êtres vivants qui vont peupler tout ce que j'ai créé, mais je vais déléguer un peu la conception à une équipe d'anges dont ce sera le travail, et en gros on va suivre ces anges complètement loufoques, tous monomaniaques, ils ont leur particularité, c'est-à-dire qu'il y en a une qui adore créer des créatures tueuses, vénéneuses, venimeuses, des trucs horribles qui vous prennent en traître, il y en a un autre qui est obsédé par les licornes. Bref, chacun y va de sa petite marotte, de sa petite spécialité. Alors j'ai trouvé ça déjà très divertissant, mais surtout terriblement instructif parce que vous allez apprendre une foule de choses sur des espèces qui existent hein, réellement. Vous avez des grenouilles, vous avez des oiseaux, des insectes, des animaux marins, vous allez même apprendre plein de trucs sur le wapiti. Et en gros ce qui est passionnant, c'est que c'est bourré d'informations très factuelles mais présentées d'une façon hyper maligne, c'est-à-dire que Dieu va transmettre une idée en mode, je sais pas, j'ai envie d'une créature à quatre pattes qui vivrait dans la forêt et qui ressemblerait un peu à un cheval mais sans en être un. Et en gros, chaque designer va proposer une création et ensuite ils vont réfléchir ensemble à ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher, ils vont faire des maquettes, donc réaliser vraiment les animaux et voir ce qui fonctionne pas. Et du coup vous allez apprendre plein de trucs. Par exemple le premier chapitre c'est sur la girafe et c'est génial. Pourquoi est-ce que la girafe elle a un long cou et pourquoi est-ce qu'elle a tel truc qui fait que ben sinon elle pourrait mourir de faim, mais en même temps si on n'avait pas pensé à telle fonctionnalité et ben le sang n'arriverait pas à irriguer le cerveau donc elle serait morte en 2 secondes. Bref, j'ai adoré ce petit manga parce que j'ai trouvé ça drôle et que j'ai appris plein de trucs sur le règne animal. Avec la question suivante, je dois vous présenter mon nouveau personnage favori. Je peux vous parler d'un personnage tiré d'une de mes toutes dernières lectures et qui m'a réjouie. J'ai pas d'autre terme, c'est-à-dire qui m'a mise de bonne humeur, qui m'a donné envie de plonger dans le bouquin pour devenir amie avec cette personne. Et il s'agit de Hazel dans Josh et Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux. C'est un roman qui a été écrit par Christina Loren et publié aux éditions Hugo Roman. Et en gros dans cette histoire on suit Hazel justement, qui est une jeune femme qui est complètement délurée, c'est-à-dire qu'elle s'assume totalement, elle est un peu loufoque, elle est fantasque, c'est le genre de personne qui va s'habiller de façon hyper bariolée, c'est le genre de personne qui va faire la roue en plein milieu d'un barbecue, c'est le genre de personne qui va se mettre à danser dans un parc. En gros elle se fout du regard des autres, elle sait ce qu'elle aime, c'est quelqu'un de très jovial, de très lumineux, qui aime la poterie, qui aime s'amuser, qui va se saouler à se mettre nue sur une table en pleine soirée, mais c'est pas grave. Et en gros à l'université, elle va rencontrer un homme qu'elle trouve absolument parfait, Josh. Malheureusement c'est au cours d'une soirée pendant laquelle elle a beaucoup bu, donc elle va lui vomir sur les chaussures. Et la deuxième fois où ils vont se croiser à la fac encore une fois, c'est quand elle sera totalement nue en pleine action avec le colocataire de Josh. Donc les premières impressions sont pas forcément excellentes, ils vont totalement se perdre de vue après la fac et elle va le retrouver 10 ans plus tard et ils vont décider de se lancer dans une série de double dates parce que lui est célibataire, elle est célibataire, qu'ils s'entendent bien et donc ils vont se présenter chacun mutuellement une personne à chaque fois et ils vont sortir tous les 4 et ça va aller de mal en pis. Une très belle amitié va se nouer entre les deux et j'ai trouvé ce roman formidablement lumineux et tendre. Il y a une romance, il y a du consentement, il y a de la bienveillance, il y a des schémas familiaux qui fonctionnent, il y a une relation d'entraide entre les personnages, il n'y a pas de faux drama, il n'y a pas de problème de communication, il n'y a pas de mélodramatique pesant. C'est une lecture qui fait du bien, qui fait sourire et
les trois quarts de ces bonnes vibes sont imputables à Hazel parce que c'est un vrai rayon de soleil et que c'est une source d'inspiration parce que elle sait qui elle est. Elle sait que c'est pas forcément toujours très simple de la supporter au quotidien et pourtant elle refuse de changer, que ce soit pour ses relations amicales, pour son taf, pour rencontrer quelqu'un. Elle cherche une personne qui sera capable de l'accepter pleinement et sans qu'elle ait besoin de faire d'efforts ou de masquer sa personnalité. Et je trouve que c'est très rafraîchissant et inspirant et ça donne envie d'être pote avec elle. Bon, comme on n'est pas venu ici pour souffrir, je vais m'octroyer le droit de squeezer une question puisque je suis censée vous parler de ma nouvelle auteurice favorite. Et personne à l'horizon, donc on va pas épiloguer 107 ans. Je vais pas essayer d'aller pêcher quelqu'un au hasard. Il n'y a pas de candidate pour cette catégorie et on va s'en remettre et passer à la suite. Avec la question suivante, on va parler un peu trémolo émotion puisque je dois vous parler d'une lecture qui m'a fait pleurer. Et force est de constater que j'ai pas versé des litres d'eau salée sur un bouquin depuis le début de l'année, ou en tout cas j'en ai pas le souvenir vif et net. Donc j'ai essayé de me souvenir de ce qui s'en est le plus rapproché. Donc j'ai choisi 2 titres, un jeunesse, un adulte. Je commence par l'adulte, il s'agit de Toucher la terre ferme de Julia Kerninon, publié aux éditions de l'Iconoclaste, qui est un témoignage à la base que j'avais demandé à la maison d'édition parce que ça tournait principalement autour de la question de la maternité, parce que dans la 4e de couverture on nous vend que Julia Kerninon, quand elle a accouché de sa fille, l'une des premières pensées qui lui a traversé l'esprit quand elle a pu se lever à la maternité et aller faire quelques pas, c'est de se dire ok, je suis sur le parking, est-ce que j'aurais pas envie de juste partir et ne jamais revenir et prétendre que cette petite fille n'est pas arrivée dans ma vie. Et quand j'avais lu ce résumé de 4e de couverture, je m'étais sentie hyper intriguée par ce postulat de départ parce que j'étais en plein dans cette période de réflexion où on essayait d'avoir un bébé, donc évidemment que la thématique m'a appelée, m'a intriguée, et en fait j'ai été très surprise parce que c'est pas tant une réflexion centrée uniquement sur la maternité qu'un essai sur le couple et sur ce que c'est que d'être une femme au sein d'un couple et ce que c'est que de vivre avec quelqu'un, de partager sa vie avec quelqu'un, que ce soit un compagnon ou un enfant. Et j'ai été totalement charmée par ce texte. Il y a énormément de passages qui ont beaucoup résonné en moi. J'annote assez peu mes bouquins, mais là il y a beaucoup de pages qui sont cornées, j'ai surligné plein de phrases. J'ai été bouleversée. Je pense pas que j'ai pleuré, mais sincèrement il y a des passages qui sont très poignants. J'ai adoré. J'ai été très émue par ce texte qui est quand même une mise à nu très audacieuse de la part de Julia Kerninon, donc je salue l'exploit et je vous le recommande. Et dans un tout autre registre, mais pas nécessairement plus léger, j'ai été aussi très touchée et très émue par Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié aux éditions de l'École des loisirs, parce que si vous n'avez jamais entendu parler de ce roman, qui a quand même pas mal fait parler de lui, d'ailleurs il a gagné le prix des lecteurs Babelio dans la catégorie jeunesse et c'est amplement mérité parce que c'est un très bel ouvrage. En gros, l'idée de base c'est de parler de la maladie d'Alzheimer au travers d'un récit anthropomorphe, puisque on va suivre l'histoire d'Archibald qui est un renard libraire qui tient une magnifique librairie un peu particulière puisque chacun peut y déposer son manuscrit, donc chaque livre est unique puisque c'est un manuscrit fourni par les habitants de la forêt. Tout le monde peut devenir auteur, mais en contrepartie il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque livre. Et un jour Ferdinand Taupe, un client plutôt régulier d'Archibald, va entrer dans la librairie et demander à récupérer son manuscrit qu'il a déposé il y a des années parce qu'il est touché par la maladie de l'oubli-tout, qui est donc une métaphore d'Alzheimer, sauf qu'Archibald a vendu ce texte la veille sans faire attention à l'acquéreur et les deux amis vont donc se lancer dans une folle aventure à la poursuite de ce mystérieux acheteur pour essayer de rattraper les souvenirs de cette petite taupe. Et autant vous dire que c'est un récit à la fois très gourmand parce qu'il y a énormément de références à la bouffe et que vous allez avoir très faim en le lisant. Les illustrations qui parsèment le récit sont magnifiques, le tout est très tendre, il y a une forme quand même de gravité dans la narration qui saisit à la gorge, et quand Ferdinand est frappé par des crises d'oubli-tout qui le déboussolent complètement, le rendant parfois agressif,
Et quand on remonte le fil de ses souvenirs et qu'on réalise ce qu'il a oublié et ce après quoi il court, évidemment qu'on ne peut qu'être ému et sensible et... Quelle belle lecture. Avant-dernière question qui me permet de filouter tout en restant dans les clous, on apprécie, puisque je dois vous parler d'une lecture qui m'a rendue heureuse. Et j'ai commencé par me dire, est-ce que vraiment il y a un livre qui se détache dans cette catégorie ? Et j'ai eu une forme de fulgurance. Je me suis dit, c'est pas forcément en tant que lectrice que je peux aborder cette question, mais aussi en tant que personne qui travaille dans l'édition. Et là, ça m'a frappée, telle une boule de flipper qui roule. Si vous n'avez pas la ref, ben c'est que on n'est pas de la même génération, et c'est pas grave, je vous aime quand même. Et j'ai décidé de vous parler d'un manga, puisque je travaille dans le manga, sur lequel j'aime vraiment travailler, et une série qui me rend foncièrement heureuse de dire et d'affirmer que je travaille dessus et que à chaque fois qu'on reçoit le lettrage du nouveau volume, je suis impatiente de le découvrir et que quand je travaille dessus, je pousse des oh attendri et que je partage des planches avec mes collègues tellement je trouve ça mignon et tout doux et tout chouchou. Et je vous parle de Insomniac de Makoto Ojiro, publié aux éditions Soleil Manga. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, déjà je vous laisse peut-être admirer quelque peu les couvertures que je trouve splendides. Et dans cette histoire, on va tout simplement suivre deux lycéens, Ganta et Isaki, qui sont insomniaques. Comme le titre l'indique, pas de grand mystère. Et en gros, les deux vont se rencontrer dans la tour d'astronomie de leur lycée et décider de s'entraider à la fois à essayer de trouver le sommeil et en même temps d'occuper leur nuit d'insomnie plutôt que de rester chacun misérable dans leur lit à fixer le plafond en attendant que le jour se lève. Ils décident d'aller se promener tous les deux, d'aller faire des photos en pleine nuit, de partir camper et en fait ils vont se lancer dans un concours de photographie de ciel étoilé et donc ils vont nouer une amitié comme ça autour des voyages, autour de ces moments suspendus entre le crépuscule et l'aube dans cette bulle qui n'appartient qu'à eux et je suis à chaque fois attendrie de voir ces liens qui se créent, de voir à quel point ces deux personnages sont émouvants et que ce soit dans l'agencement des planches, dans le trait, dans les paysages, l'auteur n'hésite pas à prendre de longues respirations. Donc parfois il y a plusieurs planches, plusieurs pages qui s'enchaînent sans texte et c'est juste un régal à suivre, c'est un régal de travailler sur ces bouquins et je vous jure que c'est l'une des séries chouchou dans l'open space et c'est une série que j'aime voir entre vos mains parce que en général je connais peu de gens qui sont restés insensibles. Si vous aimez le tranche de vie, bien évidemment, parce que si vous aimez les histoires avec des rebondissements et du suspense et des mystères, fuyez, c'est pas du tout pour vous. Par contre, si vous aimez le tranche de vie mignon, Insomniac est fait pour vous et clairement c'est une série de mangas qui me rend heureuse à la fois en tant qu'assistante éditoriale mais en tant que lectrice aussi. Et on termine cette immense vidéo de reprise avec la dernière question qui me demande de vous parler du plus beau livre que j'ai acheté cette année. Et j'aurais pu choisir autre chose, mais j'ai décidé de vous présenter 3 albums, pas de panique, il y a... les 3 vont ensemble, ça va aller vite. Je vous parle de Goodnight Anne, suivi de Merry Christmas Anne, et enfin de If I Couldn't Be Anne, qui sont donc 3 albums autour de l'univers de Anne de Green Gables. Je pense que c'est assez évident, vous l'aurez compris. Je crois que certains ont été traduits. Je ne saurais plus vous dire chez qui. J'essaierai bien entendu de vous mettre tous les liens en barre d'infos si je retrouve les références, pas de panique. Mais si vous aimez Anne et la maison aux pignons verts et les albums jeunesse, autant vous dire que vous ne pouvez pas vous passer de ces 3-là dans votre collection parce que ce sont juste des petites histoires très rapides, très simples, il y a assez peu de texte. Vous allez tout simplement passer un petit moment avec cette héroïne qu'on aime tant, le tout servi par des illustrations qui en tout cas moi me transportent et je suis très contente que ces 3 albums aient rejoint mon étagère Anne / Lucy Maud Montgomery qui commence à être bien fournie. Indéniablement de très beaux objets livres qui sont maintenant dans mes bibliothèques. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je me suis régalée à la tourner. Déjà parce que ça faisait longtemps et parce que finalement j'ai beaucoup apprécié vous parler de tous ces livres qui ont égrené ces mois de lecture écoulés
loin de vous. J'espère que vous aurez pu piocher peut-être quelques idées, quelques recommandations. N'hésitez pas à répondre aux questions de ce tag dans les commentaires. J'ai très hâte de vous lire pour savoir ce que vous avez découvert de beau, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. N'hésitez pas à me faire plein de recommandations parce que en ce moment j'ai un peu envie de renouveau littéraire, donc n'hésitez pas sincèrement à répondre aux questions ou à me mettre les liens de vos chaînes, blogs, réseaux sociaux si jamais vous l'avez déjà fait quelque part. Je serais ravie d'aller piocher plein d'idées moi aussi. Et sur ces bonnes paroles, je suis encore une fois ravie de vous avoir retrouvé. Je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Qui sera soit le book haul, soit ma pile à lire de l'été. En gros, j'ai voulu que cette reprise soit un peu un pack avec un bilan, mes derniers achats et ce que je vais lire les prochains temps, histoire qu'on ait un bon starter pack pour repartir sur de bonnes bases, vous voyez. Ciao ciao.